Donc déjà ma stratégie, qu'est-ce que c'était concrètement? Elle se découpait en deux phases. Donc tu avais l'analyse fondamentale, qui au final me servait pas vraiment à grand chose dans mon cas, et l'analyse technique. Donc l'analyse fondamentale, c'était un peu tous les discours des banques centrales, les situations économiques de chaque pays, avec les données macroéconomiques. En gros, je faisais un récap chaque semaine, je notais tous les trucs tous les jours. Tous les jours, j'avais un bloc-notes où je notais tout. Ça, c'est les notes quotidiennes. Donc à quoi ça ressemble? Donc là, tu as le jour, le flux des capitaux s'ils sont en risk on ou off. Donc risk on ou off, c'est par rapport à si les investisseurs sont plus enclins à mettre leurs en risk on dans des actifs plus risqués, et risk off dans des actifs plus sécuritaires comme les bons d'État. Plus risqués, c'est les actions d'entreprise, et plus sécurisé, ça peut être l'or aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que ça a un impact aussi sur le forex, vu que je trade le forex. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, tu as le nom de la monnaie, le dollar par exemple, là tu as l'euro, et à chaque fois je note les données de la journée que j'ai qui correspondent à chaque monnaie. T'as aussi pour les matières premières et le risque, une note sur le risque. Donc voilà. Donc ensuite j'ai mes notes de la semaine. Et ensuite là t'as les récaps de la semaine. T'avais les préparations des annonces économiques, des datas macro qui allaient venir dans la semaine. Donc elles sont notées là et je les coche à chaque fois que je les ai rentrées. Donc ça c'est lundi, mardi, mercredi. Quand c'est souligné la journée en jour, en rouge, quand la journée est notée en rouge, c'est parce qu'il y avait aussi des annonces des banques centrales des gros pays comme les États-Unis, des pays, des monnaies qui peuvent créer énormément de volatilité dans le forex et du coup peut-être éviter de trader à ces moments-là. Ça c'est la watchlist, donc ça c'est mes grandes idées de la semaine. Je veux dire un truc concret, par exemple c'est si lundi je m'attends à ce que le CHF, le franc suisse, il soit apprécié, porté par l'or, due à intensification du conflit entre l'Israël et l'Iran, tu vois. C'est vraiment que des notes d'idées de quelle devise de paire peut être appréciée ou dépréciée, tu vois. Si jamais il y a une raison, un facteur économique derrière. Par exemple, dollar baissier si la Fed réduit ses projections de l'année annuelle de taux d'intérêt, tu vois. GBP haussier si discours moins dovish, donc c'est-à-dire que si ils s'attendent plutôt à maintenir les taux d'intérêt de Bailey, qui est le président de la banque centrale de la Bank of England, d'Angleterre. Voilà, donc ça c'est mes notes de la semaine. Je l'utilise pas du tout, vu que c'est censé être fait. En fait, globalement, ça je l'utilise pour mes notes. Ça, du coup, j'ai jamais vraiment utilisé parce que de base, ça aurait servi au mieux en démo, mais pas en backtesting, vu que je me suis arrêté en backtesting et cette stratégie. Donc c'est pareil, ça servait à avoir des idées. Et ensuite, t'as les récaps de chaque paire et des risk on et off. Voilà, ça c'est le récap de, par exemple, du dollar. Donc, je note une version résumée de mes notes de la semaine. S'il a été apprécié ou pas apprécié. Les projections des taux d'intérêt, réduction des taux d'intérêt de la banque par exemple de la Fed là, du dollar, les rapports COT des hedge funds et une note sur ce que je m'attends si le dollar, voilà, par exemple je m'attends à ce que le dollar continue d'être déprécié la semaine pro, surtout si conflit Israël-Iran entraîne, tu vois. Donc là voilà, et ça c'est une photo de juste le dollar tout seul. Comparé à toutes les autres devises, en fait c'est une version groupée, mais c'est juste pour représenter la valeur du dollar dans le marché. Et du coup, je m'attends à ce qu'il baisse, tu vois. Donc là, c'est un petit graphique où j'ai tracé une grande trendline time frame, ça c'est une trendline interne. Et là, tu as la théorie de dos qui fait qu'il est en range. On peut voir qu'il y a aussi une divergence là, sur le RSI. Et je m'attends quand même, là je fais ma petite flèche où je montre que je m'attends à ce que ça casse au moins la théorie de dos quand même, tu vois. Donc ça c'est pour les notes de dollars, et j'ai fait pareil pour toutes les autres monnaies. Voilà, et ça c'est les notes sur le risk on et le risk off, donc là c'est une comparaison de toutes les paires, de toutes les devises principales, donc euro, dollar, yen, CHF, GBP, AUD, NZD, au cours de la semaine. Donc toute la semaine qui s'est passée, on voit l'évolution, ils sont séparés par groupe de risk on et off. Les bleus, c'est les risques off, et les rouges, c'est les risques on, les noirs, c'est les hybrides, comme l'euro et le pound anglais et l'USD. Par exemple, on voit que les paires rouges, donc les paires risk off, elles étaient appréciées en début de semaine, et ça rebaisse en fin de semaine, donc dépréciées. Et là, pareil, les risk off, elles étaient dépréciées en début de semaine, appréciées en fin de semaine. Ça donne une vision globale de quelle est la situation du risk on et off. Baser des trades uniquement sur les théories que j'ai de si jamais je m'attends à ce que le dollar soit apprécié et que le yen soit déprécié, je longue le dollar contre le yen, tu vois. C'est ça le théorique, avec la partie fondamentale, que du coup j'ai jamais pu mettre en pratique. Pour la partie technique, globalement, j'attends un setup, donc c'est mes time frames
c'est uniquement H1 globalement. Si le pattern, enfin si vraiment la tendance elle est énorme, je peux me mettre en H2 pour que ce soit un peu plus compréhensible, mais je dépasse pas le H2. Et si la tendance est vraiment petite, je peux me mettre en M45. Voilà. Mais que ces trois-là. On est en M45 par exemple. Je trace ma tendance, je m'assure à ce qu'elle soit cyclique et au moins 2 points de touche. Donc on a un point de touche, 2 points de touche. On en a même un troisième. Donc pour le cyclique, ça fait pas plus de 2 fois la moitié du premier rejet, donc c'est bon, ça reste cyclique. Je repère mon pattern, donc c'est soit un ETE, soit un double top, soit un rounding bottom, soit un rounding pattern. Donc là on a mon ETE, je trace la neckline, je m'assure que la mèche, le point le plus bas qui est dans toute cette neckline, il soit aussi cassé par le marché, en plus de la neckline, et que également la théorie de dos soit cassée par le marché. Donc dans ce cas-là, vu qu'un pattern, la théorie de dos elle était là, le dernier, donc t'avais un higher high, là, et t'avais le higher low qui était là, il a été cassé à ce moment-là en même temps que la neckline. Ensuite, j'attends la cassure de l'EMA 65, donc il a déjà été cassé en même temps que la trendline. Ensuite, le marché, il réagit, il casse la trendline, et moi, c'est à ce moment-là où ça m'intéresse. Donc, dès qu'il casse la trendline, je passe mon Fibonacci et je rentre à mon ratio qui est de 2.5. Je recherche un ratio de 2.5 plus 1. Donc, c'est-à-dire que si mon ratio de 2.5 il est au 3, au 0.3 du Fibo, je vais mettre mon entry au 0.5. Parce que j'ai remarqué que 100% de mes trades, quand je rentre, il remonte de un niveau de plus dans le Fibonacci, donc c'est pour ça que je dis ça fait plus de R, ça fait des RR de 3, du coup c'est mieux, donc voilà ce que je fais. Ensuite je regarde si j'ai aussi une divergence, donc ça c'est pour la partie notation, de noting de mes trades, c'est pour ajouter du score à mes trades. Donc là par exemple on a une divergence Fibo pile au niveau une divergence du RSI, pile au niveau du pattern, donc ça fait plus un point. Je note, je mets des drapeaux sur chacune des annonces économiques liées aux banques centrales, parce que c'est là où j'ai remarqué que les 3/4 du... Enfin, chaque fois qu'il y a une annonce économique, je me fais SL super facilement, donc je suis vraiment tout le temps en grosse perte facile avec les annonces économiques des banques centrales liées à pair. Donc là, celle que je surveille par exemple, vu que là on est sur le NZD-USD, c'est les annonces de la Fed des États-Unis, les annonces de la RBNZ, la banque centrale de la Nouvelle-Zélande, et aussi celle de l'Australie, parce que l'économie australienne est très rattachée à celle de la Nouvelle-Zélande est très rattachée à celle australienne. Du coup, quand la banque centrale australienne prend des décisions, ça impacte aussi énormément le marché du dollar néo-zélandais. Donc c'est pour ça que j'ai ces trois-là que je surveille en même temps. Mon TP, c'est le bas de la tendance, c'est le premier point de la trendline, en fait, c'est mon bas de trendline. Et mon SL, c'est du coup là, dans ce cas-là, c'est la tête droite du ETE plus 5 pips de spread. C'est pour en compte les spreads, il y a 5 pips de marge en plus. Voilà. Globalement, c'est tout. C'est globalement tout. Et puis dans ce cas-là, après c'est managé. Donc quand je me fais exécuter, je bascule en time frame divisé par 2. Donc si je rentre en H2, je manage en M45. Si je rentre en H1, je manage en M30. Si je rentre en M45, je manage en M15. Voilà, j'étais en M45, donc je manage en M15. Donc je trace pareil, je manage en fonction de la théorie de dos, en laissant un peu de spread à chaque fois. Donc là, ça casse. Je mets mon SL ici. Je laisse le plus haut, il est là. Donc je laisse 5 pips de marge. Ça casse, toc. Je laisse 5 pips de marge. Ça casse. Et là, je viens me faire SL. Avec le spread, mon SL il est là, le marché est là, et tu vois, je me fais il y avait que 3 pips de trucs, je m'en rappelle, je me fais SL, tu vois. Et c'est tout. Ensuite, dans mon backtesting, j'ai mon tableau de scoring, donc est-ce que c'est un pattern, un double top ou un ETE, parce que en fait, le but du scoring, c'est de prendre dans mes précédents backtests, tout ce qui a un meilleur win rate, tout ce qui a un meilleur, qui rapporte le plus de PNL, ils vont être privilégiés, ils seront mis dans ce tableau de scoring pour privilégier tous ces trades-là, tu vois. Donc c'est dû à mon backtesting que je sais que tous ces critères-là, globalement, ils sont jamais alignés sur tous les trades. S'il y en a un sur un trade, c'est vraiment le meilleur trade de l'histoire du coup, mais... et du coup, chaque fois, on va attribuer un point ou retirer carrément des points, par exemple, annonce liée à une banque centrale d'ici 2 semaines, pour le trade, il y a moins 1, parce que du coup, les 3/4 du temps qu'il y a une annonce économique, je me fais SL très facilement, tu vois. Ça, c'était la stratégie d'OPR. Donc en gros, ce qu'on partait du principe, c'est il y a 3 cas. Le marché, donc là je trace mon OPR, au bas, le marché on s'en bat les couilles, il casse, il réintègre, il recasse de l'autre côté, pullback, là j'entre à la bougie qui est dans le sens
du marché, de sans je prends. Donc je rentre à la bougie qui est dans le même sens que ça. Autre cas, hein, le marché break, réintègre, mais rebreak, bah, je rentre direct. En fait, je considère ça comme si c'était le pullback là, qui est le même pullback là. Et du coup, là, c'est le deuxième cas. Au final, ce cas-là, c'est un des deux là, où le marché, il casse, il rejette pile sur la bande. Donc, qu'est-ce que c'est rejeté? C'est juste, il met une mèche sur la bande qui traverse la bande, mais il clôture pas dans la bande, dans l'OPR. Et il repasse. Donc, j'ai voulu automatiser l'OPR, une catastrophe. Le démo, on l'aura jamais lancé. Les règles universelles de trading, on s'en fout. Donc là, j'étais parti dans ce délire de multistratégie. Alors voilà, il te donne les exemples, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Donc c'est soit une stratégie qui suit la tendance, soit contre-tendance, soit le biais, etc. Comment je devrais rentrer, comment je devrais sortir. Classique tendance. Les mecs qui t'expliquent qu'il faut pas suroptimiser. On m'avait dit de rentrer les datas parce que ça serait plus simple du coup pour quand tu veux recréer d'autres stratégies, d'avoir déjà les logiques. Donc là, c'était les tags. Ensuite, il y avait cette histoire de fallait acheter un hébergeur pour faire tourner la stratégie 24h/24 sur un cloud, dans le cloud, où ça exécutait les trades sur MT5 qui prenait les trades sur FTMO, la Profirme. Il y avait le business plan, de comme quoi il me fallait 5 stratégies automatisées pour performer 20% à l'année. Au total, j'ai backtesté 3 jours. Hein. J'ai backtesté combien alors non, faut retirer cela. Faut retirer 80 trades parce qu'il y a eu un bug. Ça a dupliqué des trades. Donc j'ai backtesté 240 trades, quoi. 220 trades. Donc là, tu as toutes mes sessions. Et ce qui nous intéresse, c'est l'analyse. Alors, il y a tellement de trades, ça lag. Alors, en gros, on a eu un méga drawdown en juin 2024. Méga drawdown à Noël. Et là, c'était assez dégueulasse en août ou juillet. Et du coup, au final, ça, c'est exactement la même courbe de PNL que j'ai sur les backtesting, les stratégies que j'ai sur 20 ans. C'est exactement la même chose. Ce qui faisait que du coup, j'avais compris que c'était... du coup, en fait, le problème de ces stratégies-là, c'est qu'elles sont fixes. C'est-à-dire que, regarde là, depuis 2025, la stratégie performe super bien. Avant 2025, c'est range dégueulasse. Et 2020... Et de septembre à avant, ça, c'est carrément, elle est en perte. TradingView Premium, ça coûte 3200 € à l'année pour avoir le petit badge Trading Pro. Et qu'est-ce qu'il y a de plus? Bah, tu peux backtester sur 40 ans. Mais je crois que j'ai tout su... Ah non. Donc voilà, donc ça c'est la seule stratégie que j'ai réussi à coder qui fonctionne à peu près bien sur 4 ans. J'ai pas réussi à en coder une sur 20 ans. Et donc voilà, donc tu prends ton coding, tu prends pour l'euro 50, donc tu vois j'ai dû coder tout ça. Tu regardes dans stratégie testeur et voilà, t'as une courbe de PNL croissante qui monte, donc c'est 16% sur 4 ans. C'est-à-dire que si tu veux valider ta Profirme FTMO, bah 4 ans. Donc 1% de drawdown, donc ça doit être très certainement curve fité. Et si je la prends sur l'année complète, sur l'histoire, et ben tu vois que déjà là c'est déjà un peu creusé. Depuis 2018. Donc là, après, c'est un marché qui est bof. Donc ensuite, on va basculer sur d'autres marchés qui fonctionnent pas du tout dessus. Par exemple, EURUSD. Ah ouais, putain, il y a cette histoire de pips qui est pas bon. Donc je vais prendre une autre stratégie, du coup. C'est pas grave, je vais prendre une autre stratégie. Où sont mes stratégies? Où sont mes stratégies? Il faut que j'aille là, là. Il faut que je vire ça. Faut que j'aille là, que je prenne par exemple ça, Bollinger Réversion. Ça c'est une stratégie, voilà à quoi ça ressemble. Il y a quand même une certaine similitude, surtout là. Là. De là à là. De là à là. Il y a une certaine similitude avec quand même les... Comment ça s'appelle? La stratégie de l'OPR, tu vois. Jusque là ça te le fait instantanément, 255 trades calculés sur 5 ans. Ensuite si je le mets sur l'histoire complète, alors là je te raconte même pas, donc là c'est depuis 2001. 2000 trades. Dégueulasse. 70%. Donc là, tu te dis, au pire, t'inverses la stratégie, mais 70% sur 25 ans, frère. En buy, alors je mets de l'argent sur le S&P 500. Je gagne plus qu'en inversant la logique de cette stratégie. Et du coup, c'est super chiant. Parce que voilà, en gros, ce qui fait que cette stratégie, elle est rentable, peut-être pour certains, c'est que vous êtes en train de la backtester que depuis ce moment-là. Du coup, oui, là, ça remonte. Oui, là, ça remonte, ça gagne, mais ça monte pas toute la merde derrière. Mais bon, bref, voilà. Vous faites ce que vous voulez. C'est pas pour moi. Parce que là, ah oui, alors pareil, vous êtes pas au courant. Mais là, vous l'avez vu en mode rentable là, sur l'euro 50.
Ça m'a pris 4 jours à la coder celle-là. C'est-à-dire que je l'ai modifié. J'ai dû encoder 8 autres avant d'avoir celle-là. Et en plus, elle fait que 17% sur 4 ans. Hein. Donc, sachant que la dernière année, elle fait moins 1%. La dernière année, elle fait moins 1%. C'est-à-dire que c'est même pas rentable tous les ans en plus. Aïe. Non, mais bon, ça m'a saoulé. Ça, c'est les win rates. Donc, ça, c'est avec n'importe quelle stratégie. Si tu veux monter ton win rate de manière artificielle, tu réduis ton ratio. Donc là, par exemple, ça, c'est la stratégie de l'OPR. Donc là, tu as RR de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 10, 20, 40 et RR de 80. Oui, j'ai eu un RR de 80 à un moment. Et donc voilà, là, tu as la courbe de... ça, c'est le win rate. Donc là, là, tu as le RR, donc 0,5. Donc avec 0,5, j'ai un win rate de 64%. 1, j'ai un win rate de 50%. Avec un RR de 80, j'ai un win rate de 1%. Et le PNL, donc là, ça prend en compte tous les coûts, du coup, sur 100 trades. En win rate de 0,5, je perds 1600 €. Parce que du coup, ça prend en compte, donc là, c'est à chaque fois, je rentre les 1. Pour dire 1, ça veut dire que le trade, il a TP. Et quand il y a pas 1, le logiciel part du principe que c'est une perte. Et du coup, il le compte dans les pertes. Et du coup, si tu vois que le plus rentable, c'est le RR de 20. Bon, RR de 20, alors bonne chance si tu veux passer en pro-firme avec un win rate de 10%, bonne chance pour le faire sans atteindre le drawdown. Et voilà, donc tu vois, globalement, il y a une certaine logique où plus le win rate est bas, plus tu gagnes, mais plus tu as un drawdown dégueulasse aussi, donc plus tu as de chances de cramer le compte, parce qu'un win rate de 1% ou de 10%, ça veut dire que tu perds 90% de ton compte, si tu mets 1%. Voilà. Et donc voilà, et là ce qui est intéressant, on est sur mon Notion, là c'est mon tracking de session, c'est-à-dire qu'à chaque fin de session, je dois noter un titre, et plus de 3 notes, appréciation, tous les problèmes que j'ai eu par journée de trading. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut lire, en lisant juste les leçons du jour, donc cette colonne-là, tu vois déjà lente chute dans l'euphorie et le revenge trading. Au début, pas de problème, même peur en fait, tu vois, je suis très réservé. Voilà, donc oui, en gros, j'avais manqué une opportunité, mais elle est revenue à mon entrée, donc je me suis dit, est-ce que je la prends, je la prends pas? Je me suis dit, non, je vais pas la prendre, et bien du coup, j'ai évité un SL, donc là, ça m'a bien renforcé l'ego aussi. Après, je suis parti du principe que non, j'avais même plus rien à prendre, en fait. Relâche critères prise de trade, donc là, oui, là, j'ai remarqué, ça faisait déjà un petit bout de temps qu'au final, j'étais beaucoup plus enclin à vouloir prendre des trades, à plus attendre à avoir un order block, plus attendre à avoir... parce que le marché il casse un support, machin, j'avais envie de prendre des trades, tu vois, pour prendre des trades. Et là, je me suis mis à, le lendemain, expérimenter premier trade en contre-tendance. Et je pensais que ça faisait partie de mon plan, machin, alors que j'ai noté moi-même que je respectais pas mon plan de trading. Donc là, même tu peux voir que mon approche de trading, contrairement au début, là je suis à 3 sur 10, c'est une catastrophe. Le lendemain, pareil, on n'apprend rien. Et là, le jour J, je me prends un trade de merde, je revenge trading, fatigué, 500 lignes de punition. Le marché part, j'avais le seum parce que j'aurais dû rentrer là. Sauf qu'en fait, moi, là, tu vois, là, il était 8h du mat, je dormais. Et ben moi, je me suis réveillé à 9h30 et du coup, je me suis dit, bon, ben j'attends qu'il corrige, je peux rentrer. Je re-rentre dès que je peux. Sauf que tu vois la gueule là, t'as vu le gros engulfing là? C'est pas bon signe. Et normalement, j'aurais même pas dû le prendre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe forcément quand tu rentres après un engulfing? Le marché il trace sa vie. Là, je me suis dit, potentiellement il y a un truc intéressant. Le marché il a fait une petite montée dégueulasse. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est pas intéressant. En fait, je partais du principe que pour le management de mon trade, vous allez pas le voir. C'est génial. C'est génial. Mais en gros, l'FVG qui était là. Celle-là, là, cette grosse FVG, je partais du principe que le marché, il allait se faire rejeter, supporter dessus. Enfin, comme tu vois qu'il l'a traversé, en fait. Donc, bref, catastrophe ce trade. Contre-tendance. C'est à la fois mon plan de trading et à la fois mon journal de trading. Donc là, vous avez toutes mes sessions backtestées. Et à chaque fois, je note ma psychologie donc, sur toutes ces barres-là. Donc, c'est la psychologie avant la session. Ensuite, tu as un slash. Ensuite, c'est pendant. Ensuite, tu as un slash. Et ensuite, c'est après. Donc, par exemple, là, cette session-là, avant de commencer mon trading, j'étais fatigué
Et je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, ok, j'en prends un meilleur. Voilà, cette session-là, j'étais avant la session fatigué, mais calme. C'est-à-dire que genre j'étais un peu, j'étais serein, tu vois, j'étais neutre. Mais j'étais quand même un peu stressé, tu vois, j'appréhendais quand même un peu la session. Pendant la session, je me suis focus. Ensuite, j'ai commencé à avoir peur. Ensuite, je me suis fatigué. Et j'ai arrêté la session. Et après la session, j'avais peur, j'étais stressé et fatigué. Et globalement, toutes les sessions, sauf la dernière, qui est devenue celle où j'ai placé des règles pour ma psychologie, elles finissent toujours soit stressé, soit avec de la peur, soit fatigué. Parce que ça finit toujours en fait en revenge trading, en euphorie, et voilà. Sauf la dernière où j'ai terminé neutre, j'étais content parce que j'ai pris que 5 trades. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, là vous avez la durée de session en minutes, donc 30 minutes, 60, la plus longue elle a duré 90 minutes, j'ai pris 108 trades, et j'ai fini fatigué, en stress. Cette session-là, qui est même, du coup, c'est pas ma meilleure, enfin du coup c'est la plus propre, voilà, c'est la session la plus propre. Donc au début j'étais en stress, ensuite j'étais aussi fatigué, mais je suis resté calme, ensuite j'avais un peu peur, et voilà, justement j'ai compris qu'il fallait que j'acquière de la patience. Ensuite, à un moment dans la session, j'ai commencé à avoir le seum, parce que ça c'était, il y a un moment, il y a eu un retournement de trade que ça me saoulait d'avoir des retournements de trade, et j'ai commencé à avoir de l'impatience, et commencer à interpréter tout comme signal absolu. J'ai fait un reset mental à ce moment-là parce que j'ai compris que c'était mauvais. Ensuite, j'avais encore un peu peur. Quand j'ai eu mon trade gagnant, j'ai relâché la pression. Enfin, mon trade gagnant, mon gros RR. Et ensuite, la session, je l'ai finie en neutre. Voilà. Donc, cette session-là, cette session de ce matin, elle a duré 20 minutes. J'ai pris 5 trades. Et ça, je note sur 10 mon approche de trading. Donc, globalement, la meilleure note, c'est cette session-là. 7 sur 10, et la session de ce matin 6 sur 10. Là je note si je suis dans la zone, partiellement dans la zone, hors zone. En gros ça veut dire c'est si j'ai dans ma tête, je suis en paix et que j'ai pas peur des marchés. Si j'ai une psychologie impeccable, je suis dans la zone. Si j'ai une psychologie un coup impeccable, un coup un peu mauvaise, euphorie-t-il, tout ça, c'est partiellement dans la zone. Et hors zone, c'est à côté de la plaque, frérot, j'ai eu peur pendant toute la session. Voilà. Il n'y a eu aucune fois j'étais complètement dans la zone, parce que justement j'ai toujours cette apparition d'impatience, d'euphorie. Et là c'est un petit texte juste pour finir la session sur une bonne note, en mode, parce que chaque session, vu que je finis en positif, bah voilà, en gros en mode, je m'en sors bien, je finis debout, tu vois, c'est juste pour une petite note positive à la fin de la session pour ma psychologie. Routine, du blabla inutile, même ça je le lis plus. Ça, je le lis plus. Étape. Voilà, donc ça, c'est les étapes actuelles. Donc ça, c'est que depuis le 24 août. C'est voilà, donc là, c'est m'entraîner à travailler la psychologie. Ensuite, tu auras la patience en démo. Et ensuite, tu as le réel. Je vous laisse mettre sur pause, j'ai la flemme de vous le lire. Après, je vais pas vous cacher, vous n'avez pas vraiment besoin de le lire. Mais si vous êtes comme moi, je sais que vous aimez bien lire ce genre de trucs. Ok, là maintenant, en gros, tu peux ouvrir chaque page et les screenshots de mes sessions et tout ça. Donc ouais, voilà, là t'as les gains. Voilà. De toute façon, là je suis dans une win streak là. Depuis là, toutes mes sessions, je clôture tout le temps à 2000 € de gains à peu près. Voilà, donc là c'est la dernière session, celle de ce matin. Putain, c'est petit, hein. En gros, toutes mes pertes cumulées, je suis à moins 250. En gain, plus 1630. Et il y a 4 sur 5 de mes trades qui ont été très bien exécutés. Et notamment, du coup, le trade qui a été mal exécuté, c'est... je vais vous le montrer dans la photo. J'espérais qu'il était dans mon sens malgré signaux de retournement. À moins de 100 $, qui aurait pu être évité. Et en plus, après ce trade de merde, j'ai l'impatience qui est apparue juste après. Et win rate de 60%. Alors, voilà, donc là j'ai zoomé, j'espère que vous pouvez lire. Alors moi, d'après ce que je vois en retour sur OBS, c'est complètement pixelisé les messages. Oh la qualité. Attends, je suis en train de tout casser là. Voilà, je me mets là. Ok. Pour moi là, ça c'est j'ai commencé la session quelque part. J'ai le range, pour moi le range c'est tout ça. J'attends que le marché vienne casser soit le haut, soit le bas du range. Donc là, il casse le haut, tu vois. J'entre en haut. La flèche c'est l'entrée et la fin de la flèche c'est la sortie. J'entre en haut. Quand la flèche elle est orange, c'est que c'est une perte, et quand la flèche elle est rose, c'est que c'est un gain. Je vais dégager, hop. Donc en gros, je reclique pour me remettre ma souris. Ok, donc j'entre ici parce que je pars du principe, déjà je sais rien en fait, faut que vous sachiez qu'en gros je vois pas la suite. Donc pour moi il va continuer à la hausse, un peu comme à la fin.
Bah non, il réintègre. Et là, justement, c'est ce que je vous racontais. En gros, mon SL, c'est-à-dire que si je passe un SL, il est là, il est en bas du range. Et justement, là, comme je vous le disais, le marché réintègre le range. Donc là, en fait, juste le fait qu'il reparte comme ça, en fait, pour moi, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il explose. Je rentre, il faut qu'il explose. Là, il réintègre le range. Donc pour moi, je sais qu'à partir du moment où il réintègre, c'est mort, là où il y a ma souris. Là, vous voyez, il fait un micro range, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Il retourne à mon entrée de trade, tu vois. Parce que justement, c'est dans ce haut de range. Donc moi, je ressors pratiquement à BE. Comme ça, au lieu de ressortir là à moins 400 €, je ressors à moins 20 € en haut. C'est économisé. Maintenant, vous voyez ce micro groupe là de range. S'il me faisait une grosse bougie comme ça, là, qui baissait, là, je serais sorti à la grosse bougie et voilà. Parce que pour moi, là, il est complètement essayé. Donc voilà, ensuite, il range. Donc pareil. Moi, j'oublie ça. Mon nouveau groupe de range, c'est tout ça. Et vous voyez, j'ai mis des traits. Mais ça, je les mets au moment où je prends un trade pour définir, tu vois, c'est quoi le haut et le bas. Voilà, j'ai ce nouveau groupe de range. Trait, le marché casse. J'entre à la cassure. Le marché, là, globalement, il y a rien qui me. Il peut faire un micro range au début, c'est pas un problème. Sauf que tu vois cette grosse bougie où il remonte en haut là c'est mauvais signe. Donc voilà, tu vois là j'ai mis un message écrit dès là j'ai compris que le marché range. Donc à partir du moment où il a réintégré le range, j'ai compris qu'il était en range. Donc à partir de ce moment là je suis plus censé être en psychologie, faut que je gère mon trade, mais plutôt en psychologie faut que je sorte. Je trouve un endroit de sortie. Il refait comme vous avez vu ce petit range là-haut et il retourne à mon entrée de trade. Pourquoi je suis pas sorti là? Parce que quand le marché est revenu là, j'étais chill déjà d'avoir monté le premier setup et je me suis dit espérer qu'il fasse une méga explosion comme celui-là. Bah non. Du coup moi je suis censé ressortir là. Là je suis ressorti beaucoup plus haut là. Donc au lieu de ressortir à 0 voire même tu vois je suis rentré là, j'étais même plus 20 et ben je ressors à moins 200. Voilà, c'est à moins 200 que je me prends dans la gueule pour rien. Voilà, et donc j'ai mis la bulle, pourquoi je suis pas sorti là. Ensuite, là c'est le moment où j'ai commencé à petite impatience. J'ai pris ce micro range, vous voyez comment ça devient ridicule. Vous voyez ce truc là, j'ai pris ça pour un range. J'ai tracé le trait, et voilà. J'ai voulu prendre ce signal, mais impatience car signal pas clair. Voilà, justement le range est ridicule. Regardez les ranges, ça c'est un beau gros range, ça c'est un beau gros range, et j'ai cette merde, j'ai voulu entrer là. Vous voyez que bah, en plus après ça sert à rien, parce que là c'est un gros groupe de range, et c'est même dans le haut de ce groupe de range. Et ensuite du coup, j'ai compris. Là c'est à ce moment là que j'ai fait le reset mental. J'ai attendu mon setup, il casse. Là on me dit pourquoi je suis pas rentré là. Et bien tout simplement parce que le backtesting il allait tellement vite qu'en fait quand j'ai mis sur pause, et ben il y avait déjà cette bougie de réintégration. Et bah là je prends toutes les chances de mon côté, je dis bah ok frérot, il réintègre, j'attends. Maintenant si c'était dans le cas où je serais rentré là-haut et qu'il aurait réintégré, bah j'aurais clôturé la perte. À un endroit quelque part là-dedans. Sans savoir si il remonte. Maintenant si admettons j'aurais attendu, tu vois, parce qu'il faisait son écran, il est remonté à mon entrée. Ouais, j'aurais peut-être pas pris. Du coup, j'aurais peut-être clôturé et pas pris du coup. Mais je sais pas. Je sais pas trop. Bon, maintenant le monde a fait que j'ai pas pris le premier truc et justement, il y a eu la cassure, je suis re-entré là-haut, le marché a fait sa vie, maintenant les sell trail. Globalement déjà, tu vois là l'impression comme ça, c'est le genre de truc que j'aime. Pour mon équipe, tu vois. Là, il n'y a pas de retournement dans le range, il n'y a rien, non, ici où il va continuer à la hausse. Donc genre là, le marché monte, là il fait, tu vois un peu, c'est ce qu'on pourrait appeler une correction, pour moi c'est un range quoi. Puis j'attends qu'il casse, je vais pas essayer le trail, pour le moment mon SL est en bas du range. Le marché part à la hausse, là, hop, je mets mon... Ah, ou alors, tu sais quoi, peut-être que quand il est monté là, je crois que j'ai mis un BE. Ouais, j'ai mis un BE quand même, voilà, on n'est pas des putes, on donne pas de l'argent au marché. Ensuite, t'as ce range, le marché casse, je mets mon SL au niveau du trait là, mais le trait n'a aucun rapport, c'est pour autre chose après. Le marché continue de monter, hop, correction, là je touche à rien, le SL en bas, remonte, rebaisse, là je comprends rien, donc maintenant je mets mon SL là, ça monte, je mets mon SL là, hop, il casse, ça me sort là, je clôture en gain, mais comme j'ai pas mis comme le SL n'est pas mécanique, c'est moi qui ai dû sortir manuellement, c'est pour ça que je suis sorti un peu plus bas. Parce que justement, pareil, moi en fait j'aime pas trop les SL mécaniques et tout ça, parce que tu sais, des fois tu peux avoir juste une bougie de récupération de liquidité, mais au final ça part à la hausse, tu vois. C'est pour ça que j'aime pas trop mettre des trucs mécaniques, même s'il faudra le faire avec les profirmes, parce que les profirmes ils aiment bien quand tu mets des trucs des vrais SL. Donc c'est pour ça que moi le SL il est dans ma tête, et quand ça l'atteint, en fonction du contexte, c'est-à-dire que si c'est vraiment juste une bougie comme là, tu vois, c'est une bougie qui casse réellement le bas du range, et donc là pour moi ça montre réellement qu'il part à la baisse. Donc je sors. Ensuite il fait ce gros groupe de range. Le marché casse à la hausse. Donc là, tu vois, j'ai pris 1, 2, 3 trades et j'ai ce quatrième trade. Donc ça casse le truc, ça casse le range à la hausse. Le marché range dans mon entrée. Pareil, à partir de ce moment-là, je vais pas attendre qu'il casse le range à la baisse ni à la hausse. Je reprendrai s'il casse ce nouveau haut de range. Du coup, je sors dans le range parce que j'attends que ça break. J'aurais pu sortir beaucoup plus tôt, mais c'est pas grave. Donc moi, je sors là. Le trade est dans le gain. Ensuite, le marché replonge. Je prends pas. Parce que vu qu'il a cassé ce range là à la hausse, si le seul moment dans le contexte où j'aurais pris cette cassure de range là, c'est qu'à la hausse. Parce qu'à la baisse, en fait, c'est-à-dire qu'il réintègre le range. Donc ça veut pas dire qu'il va partir à la baisse. Là, il est parti à la baisse. Voilà. Donc voilà, il repart à la baisse. J'ai tracé cette ligne qui est le bas ce plateau là, ce haut de range. Surtout ça. Le marché, voilà, il fait son truc, on s'en bat les couilles. Et là, il casse le range. Donc j'entre. Et là, c'est là que mon edge s'exprime. À partir de 9h10. Ça coule. À partir de, en gros, faut savoir qu'à partir de là, j'étais à plus 1000 euros là. Là, j'étais à plus 2000 euros. Je me suis dit bon, on est à plus 2000 euros. Là plutôt, c'est-à-dire que là, j'étais à plus 2000 euros. Je me suis dit bon, à un moment, faut prendre ses gains aussi. J'ai fait exprès de mettre le SL ici, au pic là, en prenant le risque qu'il me sorte, parce que de toute façon, j'en ai rien à foutre. J'étais déjà très satisfait. Je pouvais clôturer la session avec ça. Le marché revient, me sort, fin de la session. De base, c'était l'approche en trading, mais maintenant, c'est devenu uniquement le technique. Parce qu'il a fallu que je split en 3 ensuite après pour la phase 2. Donc la phase 2, on a rajouté voilà, les notes à la psychologie et le management pour cette session d'aujourd'hui.
beaucoup moins hasardeuse qu'avant. Regarde, avant, je commence la session, je suis stressé, j'ai peur, espoir du setup, peur, espoir trade, saoulé, tilté. Session d'aujourd'hui, et c'est une session qui a duré 20 minutes. Maintenant, la session d'aujourd'hui, j'ai commencé normal, un peu stressé, peur, ensuite normal, et j'ai fini en peur et neutre. Et ça a duré 45 minutes. Voilà, donc là c'est déjà beaucoup plus stable quand même. Voilà, là t'as mon plan, donc je trade uniquement quand il y a le marché range, il y a une cassure, à la hausse, à la baisse, voilà, je rentre systématiquement et ensuite on voit. N'avoir aucune attente sur les gains perte momentum, c'était un truc qui me servait avant, bon il est encore là, il me sert moins, il me sert plus. Toutes les 5 minutes noter l'état psychologique jusqu'à présent, c'est pour ça que là par exemple vous pouvez voir là qu'en haut là, il a marqué neutre x 6, ça veut dire que ça fait 6 fois 5 minutes que j'étais neutre en fait, parce que j'ai toutes les 5 minutes, j'ai un timer là sur mon téléphone, et au bout de 5 minutes, je dois noter comment j'ai été les 5 dernières minutes. Tu vois. Normalement, ça c'est une règle. Avant chaque session, je dois être neutre, je dois pas être stressé, je dois pas avoir peur, je dois pas être fatigué. Tu vois. C'est pour ça que là, grosso modo, là, les 4 dernières sessions, elles commencent toujours neutres parce que c'est obligatoire, sinon je peux pas trader. Voilà, donc ça c'est en gros comment je gère mes trades, mais ça je vous l'ai déjà dit de toute façon. Donc si ça range en entrée, je sors en BE. Si ça part contre moi, j'attends une sortie optimale, je sors pas en panique, parce que généralement, 3/4 du temps quand je panique, je sors tout en bas de mon SL avant même qu'il touche le SL, je sors bien bas, tu sais, ça c'est pour les pertes économisées, tu vois. Alors que des fois il va remonter à mon entrée avant de toucher mon SL, et du coup je peux sortir en BE à mon entrée, tu vois. Et en gros quand ça explose, en gros quand ça part dans mon sens, je laisse partir dans mon sens. Voilà, donc j'arrête mes sessions, bon il y a eu ce combo, c'est arrivé une fois, voilà, peur plus impatience ou saoulé, mais bon ouais, dans tous les cas, voilà, faut que j'arrête quand je suis tilt, ou quand il y a une émotion qui prend vraiment trop de place, une émotion négative prend vraiment trop de place dans la tête, tu vois. Parce que je vais faire des décisions de merde, et sous le contrôle de cette émotion, tu vois. Par exemple, si je suis quand c'est une session et que je gère mes trades et que je fais une session sous la peur, je vais rentrer pratiquement pas. Et je vais sortir beaucoup trop tôt, du coup faire des pertes pour rien. Et avoir aucun trade gagnant, parce que pour avoir des trades gagnants, c'est-à-dire qu'il faut que tu laisses un peu ton trade, et ça veut dire que du coup, tu auras un peu une partie de drawdown, tu vois. Pendant au marché, il va voler dans tes pertes. Une session où je suis sous impatience, je vais prendre n'importe quel signal de pseudo range comme un signal absolu, et au final il va rien se passer, et puis du coup je vais faire ça va me saouler, et voilà, généralement impatience c'est lié avec saouler, puis du coup je vais même pas faire de gain parce que le marché va juste continuer la range, et ça va juste me casser la tête à gérer ces trades là, et voilà. Et saouler vraiment là c'est quand j'ai fait, genre c'est comme Alt F4, mais tu continues encore la session, du coup tu te fais de la merde, tu vois ça. Voilà, ensuite, attention entre un vieux range, attention à pas entrer avec des vieux range, genre des vieux range, en gros c'est-à-dire que le marché, tout ça il fait ses ranges. Sauf qu'il peut y avoir des moments où il va plus range, en gros il va juste, tu vois dans le range, t'as le haut, t'as le bas, un peu comme des zones de super-résistance. Mais des fois il va juste range tout le temps en bas, tu vois. C'est-à-dire que c'est un peu le range du bas dans le range, tu vois. Et du coup ça fait tellement longtemps qu'il aura range dans le bas, qu'il aura plus range en haut. Et du coup en fait, quand il va atteindre le haut, en réalité il existe déjà plus ce haut du range en fait. Et justement il fallait que le nouveau range en fait, ça soit plus l'ancien haut du range, mais là où il a rangé tout le temps en bas, et ben on resserre le range, tu vois. Et donc voilà, c'est non pertinent de continuer à garder en tête ce haut de range qui n'a pas été, que le marché n'est pas revenu chercher depuis un petit bout de temps. Tu vois. Alors compression, en gros ça c'est quand il y a des ranges mais en diagonale. De base un range c'est un haut, t'as un bas, tu vois il reste entre les deux. Et ben c'est pareil, mais version diagonale, c'est-à-dire qu'il range comme ça. Donc c'est pas une tendance, c'est pas une impulsion. C'est pas une impulsion parce qu'une impulsion c'est très fort. Non, c'est vraiment il range super lentement et il baisse petit à petit, donc t'as jamais de haut en fait. Il va jamais faire un haut s'il baisse ou il va jamais faire un bas s'il monte, tu vois. Et du coup, au final, moi dans ma stratégie qui doit sortir quand il fait des ranges et qui casse le range, bah là, comme il range en diagonale, bah c'est juste en train de perdre inutilement, tu vois. Donc, quand j'ai ces ranges en diagonale qu'on appelle. Apparemment, ChatGPT me dit que ça s'appelait des compressions. Et quand il y a des compressions, je suis plus restrictif sur le management, c'est-à-dire que je veux pas, dès que je capte que c'est une compression, que c'est un range sideway, moi j'appelle ça un range sideway, tu vois, en diagonale. Mais voilà, dès que je capte une compression, hop, j'out directement parce qu'il y a aucun moyen d'économiser ça, frère, ça peut aller super bas, ça peut aller jusqu'à ton essai, c'est impossible d'économiser quoi que ce soit. Voilà. Avant chaque trade, voilà, ça c'est les 3 questions. Donc, est-ce que le range, ça c'est le filtre patience, est-ce que c'est un range pertinent, avec au moins un haut, un bas, un haut et un bas, donc 2 hauts, 2 bas, au moins avec 2 hauts, 2 bas. Est-ce que c'est bien une cassure de range, donc là, au moins une impulsion, tu vois, une bonne impulsion. Parce que des fois il casse le range, mais il fait des micro-bougies là. En fait, c'est juste qu'il va continuer à la range, on pourrait même dire que c'est une compression, tu vois. Donc c'est pas pertinent parce qu'au final il a pas d'impulsion. Visualisation, donc voilà, là, en gros, visualisation management du trade, c'est ça, c'est juste, je me redis ça dans ma tête, au moment où je rentre dans le trade, je me dis, ok, comment je vais le gérer. C'est la ligne que j'ai surlignée là-haut, là. Parce que ça, je me répète dans la tête et comme ça, je sais comment je vais le gérer. Ça, après, c'est trop. Non, voilà, donc ça, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est mon diagramme. En gros, je commence là. Donc, si je suis fatigué, je traite pas aujourd'hui. Si je suis pas fatigué, est-ce que j'ai peur? Si j'ai peur, je vais faire un petit coup de simulateur. Si j'ai pas peur, stressé. Est-ce que stressé? Si oui, un petit coup de simulateur. Ensuite, tu reposes la question jusqu'au moment où j'ai plus peur et je suis plus stressé. Quand j'ai plus peur, je suis plus stressé, je peux trader. Et j'arrête quand j'ai les émotions parasites. Voilà, oui, obsession, non, je continue de trader. Voilà. Et donc là c'est des conseils pour canaliser surtout le stress, parce que moi je par-delà la fatigue et la peur, moi je suis un mec qui stresse très facilement, donc c'est vraiment le truc chiant à gérer. Donc j'ai plusieurs strates qui fonctionnent. Donc la première c'est regarder le marché sans vouloir trader, genre comme tu regardes une vidéo YouTube. Deuxième qui marche bien,
Surtout quand je suis en session trading. Pour maintenir, parce que sinon, tu sais, quand je suis en session trading, le stress il peut monter. Mais le lo-fi, écouter du lo-fi, ça va toujours calmer le stress, ça va le garder bas. L'ASMR, c'est pratique pour quand je suis stressé avant de commencer la session. Ça, en gros, ça m'endort et du coup, ça me déstresse. Et exo de respiration, bref, tu le fais un peu tout et n'importe quand, c'est le cheat code qui fonctionne très facilement. Et là, voilà, un peu des stats qui montrent l'importance de la psychologie. Quand j'ai pas peur, que je suis pas fatigué et que je suis pas stressé, ni tilt, ni impatient, sur le simulateur, en moyenne, j'ai 80% de win rate. Ça peut monter jusqu'à 90. Quand je suis fatigué, stressé, et que j'ai peur, et généralement, je vais y avoir par la suite de la patience et du tilt. Généralement, tout est combiné en fait. Soit t'as rien, soit ça vient de fil en aiguille, tu vois. C'est la fatigue qui va créer le stress qui va faire des erreurs, qui va en créer la peur, tu vois. C'est cause à effet. Sur le simulateur, voilà, c'est le pire win rate que j'ai jamais eu, 56%. Voilà. Donc vraiment l'importance de la psychologie également. Et là, c'est les 3 étapes justement. Donc voilà, ça ce que j'avais dit. Bon, on va prendre, ouais, voilà, c'est casse-couille un peu, mais en gros, voilà, date de début, date de fin. Là, c'était vraiment avoir les bonnes attitudes de trading. La deuxième, c'est la patience. Aussi travailler l'edge et la patience et les bonnes attitudes, tu vois. Et bah ensuite en démo puis le réel, voilà, tout pareil quoi. Et donc on se retrouve sur mon Notion. Donc là on est sur le journal de backtesting. Donc là vous avez toutes les sessions depuis début août jusqu'à celle d'hier. Donc on avait déjà tout vu tout ça. Par contre ce qui est intéressant et que vous n'avez pas vu, c'est à partir de la barre fatigue là, à partir du 1 là. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le niveau de fatigue sur 5. On va peut-être d'abord s'y pencher. Donc c'est le check énergie, là. Donc en gros, voilà les 3 questions que je me pose. Ma qualité de sommeil, 1 sur 5. Donc si j'ai bien dormi, c'est 5. Clarté mentale en mode, est-ce que, tu vois, je suis fatigué dans ma tête en mode, saoulé. Est-ce que, j'ai mal à la tête. Tu sais, en mode, faut que je sois optimal psychologiquement, tu vois ce que je veux dire? Et mentalement, tu vois, j'arrive à être réactif, tu vois, aussi. Donc clarté mentale, c'est un peu ça englobe un peu toute l'aptitude, est-ce que psychologiquement, voilà, je suis prêt pour trader, tu vois, donc 1 sur 5. Et la motivation, c'est ce que j'ai envie de trader, voilà. Qui n'est bien évidemment pas toujours à 5. Même jusqu'à présent, là, elle n'a jamais été à 5, elle a toujours été au mieux à 3. Bah, elle a toujours été à 3 pour le moment. Et ensuite, du coup, je cumule les 3 notes, ça fait un total sur 15, que je divise par 15, fois 5, et ça me fait une note, du coup, voilà, sur 5. Donc si j'ai 5, si je suis en forme, et généralement, voilà, c'est un peu aligné avec ce que, en vrai, je suis d'accord, tu vois, avec les notes que ça me donne. Du coup, ça fait une session de 60 minutes. Si je suis moyen, 45, fatigué 30, très fatigué 20, épuisé, je fais pas de session. Et bien évidemment, voilà, donc l'erreur que j'ai fait sur la dernière session, c'est que je pensais que j'étais moyen, mais en réalité, j'étais fatigué, voilà. C'est à peu près tout. Après tout ça, c'est des détails techniques, vous n'en avez pas besoin, vous, pour votre trading en soi. Là, c'est du coup, voilà, c'était l'étape 2 qu'on a fini. Du coup, j'avais commencé le 1er octobre, et que j'ai fini, là, ce 25. Et donc, voilà, le but, c'était surtout, voilà, de rester... d'avoir la bonne aptitude pendant au moins 1 heure de trading, et ce, pendant plusieurs sessions. Ça s'est un peu transformé très rapidement juste en chasse à la meilleure note, qui du coup a très vite fait flop un peu l'objectif même du backtesting. Et après tu as l'étape 3 qui est juste c'est pas vraiment ce qui est décrit là, mais bon voilà, c'est du démo et puis le réel. Là vous avez mes notes qui ont, voilà, les 3 quarts à la fin ont énormément plafonné en haut, sauf la dernière que je me suis rendu compte en réalité que je fais de la merde, sauf que du coup en réalité, voilà, vous voyez une note précédente là, je les ai mis hautes, mais au final, tu vois, avec l'histoire de l'euphorie du management, en fait elles sont un peu biaisées aussi, tu vois ce que je veux dire. Parce que du coup j'étais aveuglé sur le moment, tu vois, je le voyais pas. Et je pensais que je faisais bien. Même si, par exemple sur cette session, quoi que les notes étaient déjà quand même basses, et voilà, c'est déjà cette session que j'étais pas regardé. On dirait un mec pas rentable, frère. Le marché il est en baisse. Bon là je sors, frérot. En soi là il y avait... là tu vois, là c'est dommage de sortir là, parce que là t'aurais pu... Juste avec ce trade là, je pouvais capter toute la tendance. Ça se serait très bien... Ah oui mais il y avait là-haut, j'ai oublié. Bon c'est pas grave. Mais regarde là, ces 3 derniers trades là, on dirait vraiment genre... quand tu te fais full tout le temps SL contre le marché en mode, tu sais, toi débutant là. Là, je me fais un SL. Là, tu sais que j'étais en RR22, hein. Inadmissible. Frère, tu sais, je me suis dit, oh, bah, du coup, je suis en RR22, mais vu qu'il n'y a pas mes 2 hauts de bas, bon, bah, je modifie. Je fais pas faire du management. Résultat, le mec, est-ce que vous connaissez déjà un trader qui est en RR22 qui se prend un -1 en RR de perte? Avec un trade qui est déjà en RR22, mais c'est ridicule. Je connais pas un trader, frère.
Tu vois, là j'aurais au minimum dû sortir BE. Tu vois, c'était pour vraiment montrer que dans ma tête, là j'étais vraiment en full mécanique en mode y a pas ce qui est écrit dans mon plan donc je fais rien.